Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Selon l'OMS, 3,5 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie. Selon certains épidémiologistes et certains analystes politiques, cela devait causer une hécatombe sur le continent africain. Même si le continent n'a pas été épargné par le virus, il est nettement moins touché que certains pays plus riches. Dans cette émission spéciale, nous reviendrons spécialement sur la réaction des pays africains, mais avant d'y arriver, focus sur la situation des afrodescendants vivant en Île-de-France. Les populations africaines d'Île-de-France ne se sont jamais autant senties coupées de leurs racines que lors de ce confinement lié au Covid-19. Elles ne peuvent plus se rendre auprès des leurs, au pays. Elles ne peuvent plus non plus se déplacer librement en région Île-de-France. Elles ne peuvent d'ailleurs plus aller dans les commerces non essentiels où elles font d'habitude leur commerce. Roselyne Zanou et Toumba Biaï sont allées à leur rencontre. Alors que la France s'achemine progressivement vers le déconfinement, les commerces non essentiels qui étaient à l'arrêt depuis le 13 mars vont eux aussi réouvrir progressivement. Certains d'entre eux sont tenus par les Africains de la diaspora, dont fait partie Placide Oussou. Aujourd'hui, on a 3 établissements Paris Intramuros, donc un là où on est aujourd'hui qui est le Café Massaï. Du côté du quartier de l'Opéra, on a un autre établissement qui est la Villa Massaï, qui est un établissement de plus grande envergure où on essaye de se positionner plus sur la gastronomie en tant que telle africaine et pour à la fois faire découvrir, à la fois sublimer cette cuisine. Et notre 3e établissement est un établissement plus de divertissement. Comme 90% des restaurateurs français, on est fermé parce que l'État nous demande d'être fermé et que surtout aujourd'hui, la pandémie qui sévit actuellement, on n'est pas en mesure de la maîtriser, ni d'identifier, ni être capable de savoir comment elle va évoluer, comment elle évolue et comment les lieux de contact et de rencontre vont pouvoir continuer à fonctionner. Rudy Lane aussi fait partie de ce club d'entrepreneurs afro-descendants de la capitale française. Je suis cofondateur de la New Soul Food, un restaurant que j'ai monté avec mon frère, qui est un restaurant métissé de cuisine aphrodisiaque, la street food afro, en plein cœur de Paris, dans le 10e, avec un food truck à côté, avec lequel on fait de l'événementiel. Nous, on est spécialisé dans la cuisson au charbon de bois. Donc c'est vraiment des viandes et des poissons qui sont braisés avec des épices de chez nous. Et après des garnitures comme le manioc, comme la patate douce, banane plantain. À aucun moment on pouvait s'imaginer que dans un pays on se dise arrêter d'ouvrir du jour au lendemain pendant une durée indéfinie. Donc pour nous ça a été très compliqué parce que on est en plein recrutement, on était en train de se faire connaître sur Paris parce qu'aujourd'hui le food truck on le connaît, mais le restaurant c'est tout nouveau, c'est un nouveau challenge, on repart à zéro. Donc c'était très compliqué de vivre cette période-là qui ne se finit pas encore au moment où je vous parle. Là, on essaie de trouver des alternatives. Donc là, on commence à faire la livraison. Alexandre Bellaola, quant à lui, est propriétaire du restaurant Moussa l'Africain, situé en plein cœur de Paris. En intérieur, nous sommes sur 50 places et puis à l'extérieur, on a une terrasse d'à peu près 25 personnes. Ça fait en gros 75. Et comme c'est un endroit assez dynamique qui tourne, effectivement, ce qui faisait que tous les services, les gens arrivaient pour manger rapidement, les gens ne venaient pas dans ce lieu pour s'installer. Ça fait 3 ans que nous sommes installés au cœur de Paris, donc on était vraiment en train de gagner en reconnaissance et en fréquentation. Et je pense qu'on était vraiment en train de rentrer dans la vitesse de croisière qui est cassée maintenant et je ne sais pas ce que ça va donner. Ça nous a fait une perte réelle parce qu'il faut imaginer que sur les 3 établissements, en termes de gestion d'économat, c'est non négligeable. On est sur 200 places ici, on est sur 300 à la villa et on est sur 110 places à la suite. Et les 3 proposent de la restauration, donc vous imaginez l'économat qui va avec ces 3 entités. Alors c'est vrai qu'au début, on a pris le temps, 3-4 jours à l'annonce, de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on avait des stocks pour le food truck et le restaurant. On s'est dit, si on ne les travaille pas, les produits vont être perdus. Donc on a eu la chance d'avoir pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux, de gens qui nous disaient nous on est à tel hôpital, on est en dehors de Paris, à Paris il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses
diverses, mais là où on est, c'est pizza ou kebab, enfin, il n'y a pas grand-chose. Et donc on a réussi à contacter du coup 5 hôpitaux différents, enfin des gens qui étaient dans notre communauté, qui travaillaient au sein de ces hôpitaux, et à créer des livraisons de plats. Et on s'est dit, bah voilà, au moins on a trouvé une bonne manière de découler les stocks et de faire plaisir en même temps à des gens qui nous connaissent et qui nous suivent. Je pense que personnellement, il faut attendre que la maladie soit complètement éradiquée pour ouvrir les lieux comme les nôtres. Parce que venir dans un restaurant avec un masque, rester à 1 mètre de l'autre, non, c'est pas possible. On se prépare, on a mis différents scénarios en perspective. Et le moment venu, on verra quel scénario on active. Il y a le scénario de la survie, il y a un scénario de catastrophe, où personne n'est exempt, où personne n'est à l'abri de ça. Le scénario de devoir déposer le bilan, c'est une réalité qui est sur la tête de tout un chacun aujourd'hui. Donc ça va dépendre de dans quel état l'établissement était avant le début de cette crise. J'avais déjà une boutique de restauration rapide à Montreuil, au Moussa Traiteur, que je vais réouvrir et où je vais mettre un concept que je suis en train de tester pour mettre certains plats types dans des bocaux. Donc c'est ce travail que je vais faire, que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire c'est du frais qu'on peut conserver pendant 1 semaine, voire 2 semaines. La perspective du déconfinement est accueillie avec beaucoup d'espoir par les Africains que nous avons rencontrés dans les rues de Paris. Avec ce confinement, ce n'est pas du tout facile. Avec l'attestation de déplacement, et vraiment c'est très très fatigant. Les choses vont reprendre, même si c'est lentement, mais je pense que les choses vont reprendre parce que ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas le pays, ça n'arrange pas la population. Du coup, tout le monde est stressé. Le fait d'être à la maison du matin au soir, c'est vraiment compliqué, quoi. Quand on sort, on prend toutes les précautions de ne rien toucher. Et quand on rentre, souvent, quand on vient souvent, comme par exemple au marché de Château-Rouge, on achète l'aloe vera, on achète du ail, voilà. Donc ça nous aide à faire les petits remèdes de grand-mère à la maison. Pour les plus démunis, il y avait les actions des associations de solidarité. COOR, c'est une association qui fait des sacs repas pour les plus démunis. On a un peu monsieur tout le monde, comme on peut dire. Et puis, géographiquement parlant, on a un peu des gens qui viennent de toute l'île de France. Donc on n'a pas un type de personne particulière. Dans le sac, la personne retrouvera une petite salade, du pain, du beurre, de la confiture, un dessert et un petit gâteau et puis un fruit. On tourne en moyenne entre 1250 et 1500, 1800 repas, on peut dire, journaliers. Il est encore tôt pour établir un bilan économique de la pandémie. Une chose est certaine, chacun d'entre nous aura une seule option, s'adapter au monde d'après. L'Île-de-France, comme vous l'avez vu, n'a pas été épargnée par cette pandémie de Covid-19 et la population africaine qui y vit non plus. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi d'aller faire ce reportage dans les rues de Paris. Et nous retrouvons tout de suite pour en parler Roselyne Zanou. Bonjour Roselyne. Bonjour Louis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les entrepreneurs africains ont été beaucoup plus frappés que leurs homologues français par ce Covid-19 et la manière dont il a paralysé les commerces non essentiels? Écoutez, tout le monde est à la même enseigne en ce moment. On parle de confinement total, bien sûr, sauf pour les secteurs essentiels à la gestion de la pandémie. Donc actuellement, tout type d'entreprises africaines ou européennes ont dû arrêter en fait leur activité de façon précipitée. Avez-vous l'impression que ce Covid et le confinement qu'il a imposé aux Africains vivant en France a nui à la qualité des rapports entre la diaspora et les populations restées au pays? Je pense notamment au transfert d'argent, mais également à tous ces produits alimentaires qui viennent souvent du continent africain vers l'île de France. Est-ce que cela nuit entre les rapports de la diaspora et le continent africain? Je dirais plutôt que ça force à se réorganiser. C'est vrai que c'est un vrai challenge en ce qui concerne les Western Union, en ce qui concerne pour aider les populations, parce que oui, les établissements financiers ont dû restreindre leurs horaires, ont dû réduire leurs services, et aussi pour ce qui est des
produits locaux, il faut se plier au choix qu'on peut retrouver dans les surfaces encore ouvertes d'alimentation. Donc oui, on peut dire en tout cas quand même que ça soulève un esprit de solidarité plus local, avec des ressources disponibles sur le terrain. On parle notamment on a vu notamment des collectes de denrées alimentaires qui ont été distribuées aux populations, mais aussi des marques de vêtements qui se sont réinventées dans, par exemple, la fabrication de masques en tissu africain, en tissu wax, et qui n'ont pas hésité à distribuer ça dans des secteurs de la population. Merci beaucoup, Roselyne. Merci, Louis. Le Cameroun est, avec l'Afrique du Sud, l'un des 2 pays africains les plus atteints par la pandémie du Covid-19. Pourtant, ce pays a décidé de déconfiner. Quelles mesures concrètes ont-elles été prises pour affronter cette pandémie? Le reportage à Douala de Valgadine Tonga. Janvier 2020. Alors que l'Europe, l'Asie et certains pays africains sont secoués par le coronavirus, le Cameroun prie pour que la crise sanitaire survole son ciel et se pose ailleurs. Hélas, le 27 février 2020, 2 cas de personnes infectées sont signalés dans la capitale politique Yaoundé. Quand je suis vu qu'il y a le corona dehors, déjà les informations nous disent que depuis un peu en Europe, un peu de partout, là, les gens meurent en désordre. Mais moi particulièrement, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que je sais que si quelque chose arrive aujourd'hui, ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Je savais que peut-être c'est la fin du monde qui arrive déjà. Que chaque personne peut se préparer, accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Que même si ça te prend, non, comme Jésus avait promis, comme il peut préparer la place pour chacun. Même si ça te prend, tu n'as pas peur parce que tu sais que là où tu pars, non, c'est pour aller vivre là où Jésus a préparé pour toi. Fermer les frontières pour éviter le pire, la question divise les Camerounais. Dans un premier temps, il était question de fermer toutes les frontières. Après, ça a été non, il faut plutôt fermer les frontières aériennes et laisser les frontières terrestres. Après, ça a été, il faut laisser les frontières pour les Camerounais qui veulent rentrer. Et aucune mesure concrète n'a été prise pour des personnes qui, effectivement, pouvaient rentrer, comme les Camerounais de l'extérieur qui voulaient rentrer dans leur pays. Pendant qu'on se focalise sur les prières et les discours, les frontières restent grandes ouvertes. De nouveaux cas sont enregistrés, soit 10 au total. Le 17 mars, 2 vols atterrissent sur le tarmac de l'aéroport international de Douala en provenance de France. Les passagers de Air France ont été tous convoyés vers les hôtels. Il était question de pouvoir les sécuriser eux-mêmes et protéger les populations de la ville de Douala également. La situation devient incontrôlable. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté tient dans la même journée la première réunion de crise. Il annonce que le chef de l'État a instruit 13 mesures, au rang desquelles tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles, seront fermés. Toujours parmi les initiatives gouvernementales, les transports urbains et interurbains ne doivent être sollicités qu'en cas de nécessité. Les surcharges dans les transports en commun sont interdites. C'est un problème de santé publique, on dit que le virus tue. Et vous êtes en train de discuter avec moi? Non, je ne discute pas avec vous. En fait, descendre l'excédent. Vous restez tous dans la voiture. Si vous voulez voyager, allez à la gare. Allez-y maintenant. Nonobstant ces mesures, les cas se comptent en dizaines, puis en centaines. On franchit les 1000. Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, fait le point chiffré de la situation chaque jour. J'ai eu 14 jours, je crois, après ma contamination, que je situe le 17 mars, parce que j'étais à l'aéroport le jour où nos compatriotes arrivaient. Je suis donc allé moi-même à l'hôpital. Ils m'ont mis sous protocole chloroquine, azithromycine, que j'ai commencé. 3 jours après, j'avais déjà des résultats de meilleure santé. Et je dois le dire avec force, il faut revenir à la pharmacopée africaine, à la médecine traditionnelle de bains de vapeur et de tisane, il y en a partout. Le gouvernement a pris 7 autres mesures,
notamment la poursuite des activités nécessaires à l'économie, l'intensification de la campagne de sensibilisation dans les 2 langues officielles, le port obligatoire du masque. Le Cameroun veut sortir du bloc opératoire. Encore faudrait-il que les recommandations du gouvernement soient respectées à la lettre avec les mesures d'accompagnement. C'était un reportage de Valgadine Tonga depuis Douala au Cameroun. Nous l'y retrouvons d'ailleurs parce que le Cameroun, visiblement, Valgadine est le premier pays africain à avoir complètement déconfiné. Vous confirmez ? En fait, au Cameroun, on n'a jamais... Bonjour déjà à lui, ma gloire. Au Cameroun, on n'a véritablement jamais parlé de confinement. On a pris... il y a eu des mesures, notamment, comme le disait le reportage, la fermeture des écoles, des établissements scolaires. Mais le confinement lui-même n'a jamais été annoncé par le gouvernement. Les entreprises ont pris leurs propres mesures aussi, renvoyé le personnel à la maison. Il y en a qui travaillaient par téléconférence. Et ça continue encore d'ailleurs aujourd'hui pour certaines entreprises. Donc, confinement, franchement, on n'a vraiment pas parlé de confinement. Mais maintenant, par rapport aux mesures qui avaient été prises avant par le gouvernement, il y a d'autres mesures qui ont été prises le 30 avril par le chef de l'État dans le sens de l'assouplissement et du soutien aux entreprises. Et pour finir, sur la pharmacopée camerounaise elle-même, on a entendu parler de l'archevêque de la ville de Douala, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, qui aurait une solution de lutte contre le Covid-19. Qu'en est-il concrètement? Alors, Monseigneur Samuel Cléda soigne les patients du Covid depuis des semaines déjà. Et il le fait à travers les hôpitaux catholiques de la ville de Douala, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, il soigne à base de plantes naturelles. Il y a plusieurs cas de guérison et l'État, même à travers le ministre de la Santé publique, a décidé de le soutenir. Lui, il soigne à base de plantes naturelles et d'ailleurs, il n'est pas le premier dans ce sens. Donc, et justement, en ce moment-ci, il se plaint parce que les hôpitaux, dit-il, et c'est vrai, les hôpitaux catholiques sont assiégés par les patients du Covid et les proches des malades du Covid qui viennent chercher ces remèdes pour soigner les malades du Covid. Donc, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y en a d'autres. La pharmacopée africaine, franchement, est en train de faire une prouesse magnifique pour soutenir l'État dans la lutte contre la lutte et la prévention même du Covid-19 au Cameroun. Merci beaucoup Valgadine. Merci à vous. Malgré les mesures de prévention prises bien avant le premier cas déclaré sur son territoire, le Togo aussi est atteint par la pandémie mondiale du Covid-19. Sur les mesures de prévention et d'accompagnement prises par le gouvernement togolais, le reportage à Lomé de Sanvi Laetitia. D'après les données du dernier relevé épidémiologique, le Togo compte actuellement 128 cas confirmés de patients atteints du Covid-19, dont 45 actifs, 74 guérisons et 9 décès. Le premier cas d'infection relevé remonte au 6 mars. Bien avant cette date, le président Faure Gnassingbé Esazimna avait déjà mis sur pied un comité national de crise présidé par lui-même. Depuis ce premier cas détecté, 4 autres comités ont été mis sur pied pour renforcer le dispositif de riposte du Togo, comme nous le confirme le professeur Miji Awa, ministre togolais de la Santé et de l'Hygiène publique. Le chef de l'État a mis en place un comité de crise. Et dans ce comité, il y a le président de la République lui-même et des membres du gouvernement. Et sous le comité, compte tenu du fait que la maladie a plusieurs répercussions, il a été mis en place un comité de coordination que dirige mon collègue, le professeur Djibril. Et à côté de cela, il y a le comité de gestion. Parce qu'une crise comme celle-là, ça va nécessiter la mobilisation des ressources et des dépenses faites de façon orthodoxe. Ce comité de gestion, il est chargé de collecter toutes les entrées endogènes et exogènes, de suivre les dépenses et à la fin de procéder à une comptabilité matière.
Quant au centre hospitalier régional Lomé Commune, il a été réquisitionné pour accueillir tous les patients du Covid-19. Sur ce choix et sur les capacités de l'établissement, écoutons le colonel Diwil Mohamed, puis le docteur Agboubli Yawa Pelete. Pour ce qui est des infrastructures, il y a eu une décision du chef de l'État pour prendre un centre hospitalier régional et transformer en centre de prise en charge des malades Covid-19. Et ce centre a été rapidement, en 2 semaines, réhabilité et mettre tous les équipements à niveau. Bien, au centre de prise en charge de Lomé Commune, qui est la formation sanitaire la plus grande du Togo, dédiée à la prise en charge des patients Covid-19, le plateau technique est assez fourni. Commençant par le laboratoire, il y a un plateau technique qui a été remis au point de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de sortir de cet hôpital pour aller faire des explorations complémentaires ailleurs. Il en est de même pour l'imagerie. Il y a le service de radiologie avec des équipements de pointe qui sont mis en place. Et ceci va justement aider à mieux diagnostiquer le patient et faciliter la prise en charge. Et parlant de la prise en charge, la complication majeure que nous redoutons chez les patients Covid-19, elle est d'ordre respiratoire. Et ceci suppose qu'il y ait de la réanimation. Et parler de réanimation, nous avons aussi bien le personnel aguerri que le matériel. Nous parlons aujourd'hui de la réanimation. On ne peut pas l'évoquer sans parler de respirateurs. Il y en a suffisamment, non seulement pour le centre hospitalier régional de Lomé Commune, mais c'est prévu et disponibilisé dans les autres formations sanitaires régionales. Au-delà du couvre-feu de 20h à 6h du matin, d'autres mesures ont été prises pour soutenir les personnes vulnérables et les acteurs économiques dont le secteur d'activité a été fragilisé par la situation de pandémie. Ces mesures sont contenues dans le programme de revenu universel Novici que nous présente le professeur Moustapha Mijiawa. Ici, nous n'avons pas procédé au confinement général, nous avons procédé à un bouclage de certaines zones qui, sur le plan du territoire, sont les plus touchées, notamment Lomé et puis Sokodé, parce que ces zones-là ont un taux plus élevé que le reste du pays. Mais à côté de cette mesure de bouclage, il y a le couvre-feu pour limiter les regroupements et il y a également la mesure récente qui a été prise concernant l'état d'urgence, compte tenu du fait que au fil du temps, nous avons constaté que nous enregistrons des cas et l'idée qui est derrière ceci, c'est l'état d'urgence qui a été présenté par le gouvernement devant l'Assemblée nationale, ce qui permet de prendre un certain nombre de dispositions de façon très accélérée et ceci en accord bien évidemment avec la représentation nationale qui nous avait donné son OK. Bien évidemment, cette épidémie a des répercussions sociales et économiques considérables et c'est là où on a eu recours à des mesures de solidarité décidées par le chef de l'État pour aider les plus vulnérables. Et au rang de ces mesures, il y a un fonds de solidarité nationale que nous avons appelé Novici. Et il y a aussi l'allègement des charges d'eau et d'électricité au profit des plus démunis, sans oublier le fait qu'on a subventionné un certain nombre de produits, surtout les produits pharmaceutiques qui ont trait à la maladie. Voilà schématiquement les mesures de façon ramassée prises par le chef de l'État et le gouvernement dans le cadre de cette pandémie. Sur le terrain de la prévention, des mesures individuelles et collectives ont été adoptées par les autorités togolaises pour contenir la pandémie et parmi elles, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture des lieux de culte, des bars et discothèques ainsi que celle des établissements scolaires. Ces mesures créent des désagréments dans le quotidien des populations dont les habitudes sociales ne seront plus les mêmes. L'arrivée du coronavirus a mis tout au ralenti. Il y a point d'activité comme avant. Et puis sur la vie sociale aussi, c'est le cas. On ne peut plus rendre visite à nos proches. On ne peut plus sortir de la maison comme on le faisait avant. Et puis avec le couvre-feu, on est obligé d'être à la maison déjà à 19h.
Donc tout ça, ça donne beaucoup plus de stress, quoi. Bon, je peux dire qu'avec l'arrivée du Covid-19, presque toutes les activités ont cessé, de même que les écoles. Donc l'université a été fermée. Maintenant, les activités ne marchent plus et nous sommes à la maison. Tu ne peux même plus sortir comme tu veux. Et fréquenter tes amis aussi, ça fait un peu peur parce que là, on nous demande d'être un peu distant, 1 mètre ou 1,50 m au moins. Et ce sont de bonnes mesures, mais c'est seulement l'accompagnement qui n'est pas suffisant. L'accompagnement n'est pas suffisant. Ça pouvait aller au-delà. Parce que les 6250 ou 225 et autres, là, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ça ne peut même pas conduire une semaine, selon moi. Donc, j'aimerais bien que le gouvernement revoie un peu l'accompagnement. Les gens circulent et d'autres ont l'empreinte de porter les cache-nez, d'autres ne portent pas les cache-nez. Les cache-nez sont plus chers même. Donc, le gouvernement n'a qu'à nous aider, prendre les mesures, puisqu'on puisse faire nos déplacements va-et-vient. En raison de l'état d'urgence sanitaire, les frontières du pays sont fermées jusqu'au 1er juillet si l'état d'urgence de 3 mois ne se voit pas être prolongé. Nous espérons un retour à la normale et la reprise des activités sportives. En attendant, la prestation de serment du président Faure Gnassingbé a eu lieu ce dimanche 3 mai, comme quoi, même en période de crise sanitaire, la vie des institutions continue. Nous venons de suivre le reportage sur la riposte du Togo face au Covid-19 et c'est justement le moment d'aller retrouver à Lomé la journaliste qui a tourné le reportage en question, Laetitia Sanvi. Bonjour Laetitia. Bonjour Louis, comment est-ce que vous allez? Toujours en confinement, la perspective de déconfinement est en vue, cependant nous n'y sommes pas encore. Et c'est le moment justement de parler de l'expérience du Togo. Vous n'avez pas prôné, vous n'avez pas appliqué le confinement, cependant les frontières du pays ont été fermées. Oui, le Togo ne connaît pas de confinement, mais nous avons quand même nos frontières avec le Ghana, le Bénin et le Burkina qui sont fermées. Donc plus d'aller, de retour, plus d'entrée ni de sortie pour aucune personne. Et j'ai entendu parler dans le reportage le ministre de la Santé qui évoquait une mesure d'accompagnement social, Novici, si je ne me trompe pas. Est-ce que la population a pu véritablement bénéficier de cette aide et comment est-ce qu'elle vit cette situation actuellement? Effectivement, depuis le début des mesures lancées par le gouvernement, le chef de l'État a mis en place une somme d'au total 14 milliards de francs CFA en mesure d'accompagnement qui a été mise à la disposition de la population par un programme universel appelé Novici. Et bien évidemment, au début, il n'y avait que la population de Lomé commune qui avait accès à ce programme d'aide. Mais depuis quelques semaines, les populations de l'intérieur du pays, également les autres villes, certaines autres villes, ont également accès à ce programme d'aide universelle. La population l'a bien accueilli, mais il est à noter que toutes les couches n'ont pas assez, comme par exemple les journalistes, les étudiants, ils n'y ont pas assez. Et cette tranche de population-là ne sont pas forcément contents et ils espèrent que dans les jours à venir, le gouvernement se tournera aussi vers eux. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous Louis. Le premier cas de patient à Covid-19 en Côte d'Ivoire fut recensé dans la commune d'Adjamé. Depuis, le gouvernement a adopté une batterie de mesures en vue de limiter à la fois la propagation du virus, mais surtout éviter le déclassement économique du pays, considéré comme la première puissance économique de l'espace UEMOA. Le reportage sur place à Abidjan de Paul-Richard Aoulia. Il y a plus d'un mois, la maladie à coronavirus, apparue en Chine en décembre 2019, semblait loin de la Côte d'Ivoire. Mais tout a basculé ce 11 mars 2020 avec la détection d'un premier cas en provenance d'Italie. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19.
Les autorités ivoiriennes sont alors montées au créneau avec le Conseil national de sécurité en prenant les premières mesures pour contenir la maladie. Instauration des gestes barrières, suspension des vols, fermeture des frontières, des établissements scolaires, des cinémas, des restaurants, des maquis, des boîtes de nuit et des plages. Mais face à l'augmentation des cas au niveau mondial et un confinement raté de centaines de personnes arrivées à Abidjan depuis des pays déjà contaminés, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse pour la première fois à la nation et annonce des mesures plus drastiques. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement. Afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. Du côté des populations, on est passé d'une certaine incrédulité. Le virus ne résiste pas à la chaleur, il ne contamine que les blancs, à la crainte d'attraper la maladie. Même si les cas de désobéissance des mesures imposées par le gouvernement sont légion dans les quartiers. Certains comprennent les mesures, mais c'est souvent difficile de suivre. Ces mesures-là changent un peu le mode habituel de nos vies parce qu'on n'arrive pas à communiquer réellement avec nos connaissances. Et puis à chaque fois, il faut laver la main. Quand tu touches quelque chose, il faut laver la main. Non, vraiment. Mais comme c'est pour notre propre bien aussi, on est obligé de faire. L'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie ivoirienne qui connaît une baisse d'activité, surtout dans le secteur informel qui représente plus de 80% du secteur de l'emploi en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est dur. Si les activités ne sont pas comme avant, les gens ne sont pas comme avant. Donc c'est lent, très lent même. La manière ça marchait avant, c'est plus pareil. Au niveau des impôts, nous avons peut-être 2-3 mois de recul en termes d'impôts, mais quand nous allons reprendre, cela va dire que les différents impôts vont se multiplier. Donc 2 mois, 3 mois, vous imaginez un peu ce que ça fera sur nos différents revenus. Donc c'est une dette au fait qui est repoussée, qui sera reprise après le coronavirus. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé dans un premier temps un plan de riposte sanitaire de 95 880 millions de francs CFA. Ce plan vise à briser la chaîne de la transmission et à assurer la prise en charge des malades. Il s'articule autour des 4 axes suivants. La prévention, le dépistage des cas suspects, la prise en charge des malades testés positifs, l'identification et l'isolement des cas contacts. Il est ensuite lancé un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA, soit 5% du PIB. Ce plan d'un coût de 1 700 milliards de francs CFA, soit 5% de notre PIB, vise à soutenir l'outil de production, à maintenir les emplois, à assurer une reprise rapide des activités économiques post-crise et à apporter un soutien humanitaire aux populations défavorisées. Un fonds national de solidarité et de soutien humanitaire dédié aux personnes vulnérables a été rendu opérationnel dès le 23 avril dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. 177 198 ménages vont bénéficier de cette assistance humanitaire à raison de 75 000 francs CFA par trimestre pour un coût global de 13,3 milliards de francs CFA. Les ménages qui répondent aux critères suivants. Il s'agit des personnes vulnérables, confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes chefs de ménage. Il s'agit des familles des personnes qui sont décédées du fait de Covid-19. Il s'agit des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats pouponnières et enfants en situation de rue qui sont confinés du fait de Covid-19. Il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Sur le plan sanitaire, la Côte d'Ivoire a misé sur un dispositif exceptionnel pour une bonne prise en charge des patients. L'Institut Pasteur réalise depuis le 25 janvier 2020 les tests de dépistage sur les cas suspects du Covid-19. À ce jour, plus de 8000 tests ont été effectués. Le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville a en charge le traitement des malades.
selon les protocoles retenus par le comité d'experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quant à la nouvelle pharmacie de la santé publique, elle veille à la disponibilité et à l'accessibilité des médicaments, des réactifs et des intrants essentiels. Par ailleurs, 45 centres de dépistage sont en cours d'installation à travers le pays pour renforcer la riposte sanitaire. Dans le cadre du plan de riposte, des commandes ont été passées. 30 millions de masques seront disponibles cette semaine sur les 138 millions commandés. Le coronavirus en a guéri, comme ça a été le cas pour plusieurs femmes et hommes qui sont officiellement au nombre de 525 et qui en témoignent très souvent. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite, j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats. Aujourd'hui, après 2 tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Le guéri le plus célèbre est Ahmed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense. Mes chers amis, chers tous, bonjour. Grand merci pour vos nombreux messages. Messages de soutien, messages de réconfort, qui m'ont profondément touché. Vos messages m'ont donné la force et l'énergie pour guérir. Je vous dis un grand merci. Merci du fond du cœur. Je viens à vos côtés, prendre toute ma place dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19. Merci du fond du cœur, tous engagés. Quelles sont les personnes les plus exposées? Le professeur Aka Koro, président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, explique. La plupart des décès qui ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire sont des décès liés à des pathologies antérieures chroniques des patients. Le plus important, c'est la létalité, le nombre de décès. Et je pense que nous sommes à, 1%. Les formes sévères et graves, apparemment, ne sont pas très fréquentes. Ce qu'on leur donne, c'est surtout de la vitamine C et du paracétamol. La chloroquine n'est pas encore donnée de façon systématique en Côte d'Ivoire. Il y aura un après-coronavirus avec certainement d'énormes répercussions socio-économiques sur la vie des États. Selon les données actuelles, la croissance économique de la Côte d'Ivoire, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié et s'établirait à 3,6%, dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. L'Afrique, quant à elle, connaîtrait une réduction de sa croissance de 3,2 à 1,8%, tandis qu'au niveau mondial, il est projeté une récession. Nous venons de suivre un reportage de Paul-Richard Arolia qui nous parlait depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous le retrouvons d'ailleurs pour faire un bilan d'étape de la riposte de la Côte d'Ivoire face à la pandémie du Covid-19. Bonjour Paul-Richard. Bonjour Louis. Y a-t-il eu des promesses d'aide au gouvernement ivoirien qui ont été formulées ces derniers temps? Effectivement Louis, la Côte d'Ivoire attend beaucoup de ses partenaires bilatéraux. Au cours d'une conférence de presse il y a quelques jours, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé que le FMI devait financer une partie du plan ivoirien à hauteur de 530 milliards de francs CFA. D'autres décaissements sont également attendus de l'UEMOA, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD et de la BCAO par l'émission de Corona Bonds. Très concrètement, est-ce que sur le terrain aujourd'hui, on fait appel à la pharmacopée? Est-ce qu'il y a suffisamment de masques et de gants pour les populations? Est-ce que, de façon très triviale, tout le monde met la main à la pâte pour lutter contre la propagation de la pandémie? Eh bien oui, tout le monde met la main à la pâte pour faire régresser la maladie. Et les naturothérapeutes sont très attendus sur ce terrain. Les Ivoiriens disent pour rigoler qu'ils savent bien formuler des formules d'aphrodisiaque, mais depuis l'arrivée de Covid-19, ils sont invisibles. Cependant, pour le moment, aucun remède naturel ivoirien n'a été présenté. Concernant le port du masque, il a été rendu obligatoire dans le Grand Abidjan. L'État a passé une commande de 130 millions de masques. Plus de 25 millions de masques sont arrivés et prêts à la distribution. Chaque Ivoirien s'attend donc à recevoir sa part de masques afin de se protéger efficacement contre la maladie. Louis, il faut noter que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 777 cas actifs au Covid-19 pour 18 décès sur un total de 1516 cas confirmés, ce qui représente un taux de mortalité de 1,18% et un taux de guérison de 45%, largement au-dessus de la moyenne en Afrique. Merci beaucoup Paul-Richard Arolia. Merci Louis. Comme la plupart des pays, le Bénin a dû faire face dans l'urgence à cette pandémie du Covid-19. Côté population, on est passé de la psychose à la prise de conscience des risques encourus. Le reportage sur place à Cotonou de Romaric Montchebi.
Avec une estimation de sa population à 11 millions d'habitants, le Bénin vit comme les pays de l'Afrique de l'Ouest la pandémie du coronavirus, avec un décès enregistré pour 54 cas positifs. Divers acteurs s'en préoccupent. Les Africains, tout comme les Européens, ne se disaient pas qu'un jour, ils seront contaminés. Donc, le virus a voyagé. C'est parti du rien du tout et ça a donné une psychose internationale. Vraiment, je me demande, mais Dieu nous aime comment au Bénin? Et puis, on n'a eu qu'un seul mort. Et c'est par erreur, parce qu'elle ne s'est pas vite dénoncée. Depuis le premier cas confirmé du 16 mars 2020, la mise en œuvre de mesures barrières, la restriction de mobilité, la fermeture des écoles et lieux de culte et surtout l'installation du cordon sanitaire, les effets sont de la peine à vivre. Le premier niveau de cordon sanitaire au plan territorial prenait 12 communes. Et ces 12 communes s'expliquent par le fait que les tout premiers cas contaminés ont connu leur mobilité dans cet espace. Les Béninois ont l'habitude d'être dans des endroits, les lieux de plaisance, ils ne peuvent plus y aller. Les câlins ne peuvent plus être donnés. Ceux-là sont obligés d'aller au niveau de ce que j'appelle un chemin technique. Pour desservir les villes, d'accord, ce que j'appelle les transports interurbains, on a interdit à ces bus-là d'évoluer, de manœuvrer, comme on le dit, mais ceux-là se sont sentis frustrés. Tu as donné ton portable à un vendeur d'essence pour prendre 1 litre dans ton truc. Et tu te débrouilles jusqu'à tu trouves 500. Maintenant, tu iras encore le voir. Tu sais bien que vraiment, c'est de la peine pour nous. Les artistes sont désœuvrés. Nous sommes désœuvrés. Ça affecte vraiment et négativement le secteur de l'événementiel dans lequel je fais partie. Nos établissements sont fermés. Je ne sais pas si je peux terminer les programmes avec eux avant les examens. À cause du virus qui est arrivé là, les clients ne viennent pas, mais ça va quand même. Beaucoup de foyers souffrent actuellement. Ça crée aussi de la dépression. Le Bénin, dans la riposte au coronavirus, prend des mesures préventives fortes sans aller au confinement. Quid de leur respect? Nous, à la fêtière, on donne les consignes à l'endroit des fédérations départementales qui répercutent ces consignes-là au niveau des coordinations communales. Les coordinations communales ont pour rôle de toucher leurs bases respectives. Donc, c'est ce que nous faisons et je crois que ça se passe très bien. Nous avons au moins 15 organisations de la société civile par commune qui constituent nos cellules de participation citoyenne multipliées par les 77 communes au Bénin. Nous avons vu que au moins 90% des citoyens béninois respectent les différentes recommandations. Nous avons au niveau de la Fédération handisport pris notre service pour appeler, n'est-ce pas, les athlètes paralympiques à respecter vraiment toutes les mesures prises donc par le gouvernement. On est obligé de le faire, sinon tu vas trépasser un coup de digne. Dans ce combat, la tradithérapie pour coller à la tradition n'a encore reçu accueil officiel. Et pourtant, le Bénin en est un pionnier en Afrique francophone. Les rois du plateau se sont regroupés et ils ont appelé Nader Tefa digne de son nom depuis Ile-Ife, Nigeria. Il a dit, c'est la variole qui s'est énervée et qui s'est soulevée dans la nature. C'est le grand fétiche de la forêt, communément appelé fétiche Oro, qui va le renvoyer. Quand les autorités compétentes de mon pays ont dit qu'il y a la vitamine C et la chloroquine qui guérit au moins à 45% ce mal, ça ne m'a fait plus peur. Parce que la vitamine C, y compris la chloroquine, donne déjà à 45%. Plus la vertu, 45 fois 2, ça fait 90. Donc le patient qui a trouvé sa vaccination à 90%, il est guéri. Plus d'un mois déjà que durent les supplices pour coronavirus, les enseignements s'illustrent dans un regard sommaire. Le coronavirus a fait que les parents aussi vont étudier les enfants à la maison. Puisqu'il n'y a plus les buvettes, donc ces réserves sont là. Il serait bon de continuer par prendre ces mesures-là, ne serait-ce même que sur 3 ou 6 mois encore en plus. Que les structures à caractère
pluridisciplinaire soit mise en place pour réfléchir dans des thèmes de perspective, les catastrophes, pour qu'on ne soit plus là, pour subir que le système de santé soit revu et que les gens y travaillent pour l'améliorer. Interruption de funérailles somptueuses au Bénin, le coronavirus l'a fait d'autorité. La pandémie reste jusque-là maîtrisée et les Béninois, attendant la reprise des cours le 10 mai, ne rêvent que de son retrait sans délai. Nous étions donc au Bénin avec Romaric Montchebi pour parler de la riposte du gouvernement béninois face à la pandémie du Covid-19. Nous retrouvons d'ailleurs Romaric sur le terrain pour nous parler de cette pandémie et de la manière dont le gouvernement béninois la contre. Visiblement, il y a eu un mélange à la fois de mesures restrictives, mais surtout sans confinement. Comment est-ce que vous expliquez cette prouesse, Romaric? La mesure d'installation du cordon sanitaire a été prise au plus haut niveau de l'État, avec un suivi rigoureux, avec cet accompagnement qui n'a pas été marchandé par les forces de l'ordre. Donc la police républicaine a été associée au respect donc, de cette mesure de l'installation du cordon sanitaire. Et au départ, 10 communes étaient impliquées dans cette stratégie. Ça s'est étendu à 12 et plus tard à 15 communes, mais c'est de façon à préciser quand même qu'au niveau du territoire national, du nord-sud, de l'est à l'ouest, que toutes les communes, les 117 que compte le Bénin, participent donc au respect systématique donc, de la circulation au niveau de ces localités-là où tout le monde, dès que vous êtes en mouvement, que vous soyez dans un véhicule, que vous soyez à pied, vous devez porter le masque. Et c'est aussi sans compter la suppression de la circulation, par exemple, des transports, du transport en commun. Par exemple, les minibus, les bus sont suspendus d'activité et ça a profité quand même dans une certaine mesure à pouvoir lutter efficacement contre le coronavirus. Voilà là un peu décliner les quelques mesures qui sont prises au niveau du Bénin et surtout avec le concours des acteurs sanitaires pour que le comité de suivi qui a été installé puisse quand même participer activement à ce combat, sans oublier la mise en quarantaine de tous ceux qui sont suspectés et également l'isolement systématique de tous ceux qui viennent de l'extérieur. Dans ce reportage, vous parliez également de la cohabitation qui semble plutôt harmonieuse entre les tradis praticiens et la médecine occidentale. Il y a quelques idées reçues qui ont encore la peau dure, mais globalement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que médecine traditionnelle et médecine occidentale sont toutes mises à contribution sur un même pied d'égalité dans la lutte contre la pandémie? Oui, Louis, parler de même pied d'égalité, ce serait trop prétentieux. Mais c'est de dire quand même que, connaissant le Bénin pour sa forte pratique tradie thérapeute, les tradis praticiens quand même ne sont pas restés en marge de cette lutte, de ce combat, de la résolution de cette crise sanitaire que nous connaissons. Et donc, il y a eu quand même des conclaves, des réunions qui sont organisées par l'association, les regroupements de ces tradis thérapeutes béninois qui sont allés quand même à prospecter un certain nombre de pistes. Et c'est pour dire que pour eux, comme nous l'avons eu à souligner en le recevant dans l'une de nos interviews, Daniel Adjanan, qui est tradit thérapeute, qui nous a amené même dans son fief à Tori, dans le Bénin, non loin de Cotonou. C'est pour dire que lui, il estime avec ses pairs que si la chloroquine, le comprimé de chloroquine a été identifié comme remède efficace contre le coronavirus associé à la vitamine C et que nous parlons dans les manifestations de fièvre, de maux de tête et tout ça, que donc il y a des plantes qui sont utilisées de façon coutumière, de façon classique pour régler ces genres de problèmes et que si ce n'est que ces genres de symptômes, que ce n'est que de cette façon que l'on pourrait régler le problème du coronavirus, que donc ce n'est pas grave pour que les tradithérapeutes n'en viennent pas quand même à bouter cette pandémie hors du territoire béninois. Et donc, c'est en cela que nous avons compris qu'en réalité, si les praticiens de la médecine moderne ouvrent un peu le champ aux tradithérapeutes, la résolution de la crise sera davantage accélérée. Mais pour l'heure, on ne note pas encore cette cohésion
je ne dirais pas cette collaboration de façon parfaite. Ça peut être de façon progressive qu'on aura assisté à un terrain d'entente de façon efficiente, mais on attend de voir. De toute façon, les tradithérapeutes ont leur mot à dire dans la résolution de cette crise sanitaire, ont-ils martelé dans nos interviews. Merci beaucoup, Romaric. Merci, Louis. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission spéciale consacrée aux pays africains et à leur riposte face au Covid-19. Restez en compagnie d'Edan.